Permis de tuer, c'est le titre du dernier ouvrage de Pascal Boniface, publié aux éditions Max Milo, un livre qui a comme sous-titre Gaza, génocide, négationnisme et Hasbara. On expliquera tout à l'heure ce que ce terme signifie. Pascal Boniface est avec nous sur Mizzen TV. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'avoir envoyé. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes géopolitologue, fondateur et actuel directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, et l'auteur ou le directeur de plus de 80 ouvrages sur différents sujets. Permis de tuer aborde de nombreux aspects du sujet dont la question essentielle pourrait être comment expliquer le silence ou la complicité internationale par rapport à ce génocide du peuple palestinien qui marquera certainement un tournant dans la conscience internationale. Votre livre aborde les différents aspects de ce sujet. Le volet juridique, c'est-à-dire le droit international, le volet médiatique avec la question des biais dans le traitement de l'information, le volet évidemment politique et la question de l'influence politique d'un certain nombre de réseaux de pouvoir largement engagés sur ce sujet, et enfin le volet éthico-moral concernant cette question. Pour revenir au titre de votre livre, Pascal Boniface, qui donc a délivré à Israël ce fameux permis de tuer le peuple palestinien en toute impunité? Alors, quand j'étais enfant, il y a une chanson de Graham Elroy qui s'appelle « Qui a tué Davy Moore ?» sur un boxeur qui est responsable de sa mort. Et en fait, tout le monde l'était, le public, le manager, la presse, parce que tout le monde a une part de responsabilité. Et donc, qui a une part de ce dans le permis de tuer qui a été donné à Israël? En fait, le reste du monde, parce que il y a les pays occidentaux qui continuent à l'armer, tout en disant faut pas trop se servir des armes. Il y a les pays arabes qui sont quand même plus que timides dans leur critique. Il y a les médias qui l'encouragent. Il y a effectivement toute une chaîne de responsabilités qui fait que l'irréparable est en train d'être commis et que, à part quelques excités, personne ne dit que ce qui se passe est bien, mais ça se passe quand même. Et tout le monde, une très grande majorité, proteste contre les éléments qui surviennent sous nos yeux, parce qu'on ne pourra pas dire « nous ne savions pas ». Et pourtant, ça se déroule. Donc, il y a une responsabilité collective de ce qu'on appelle à tort la communauté internationale, qui n'est pas une communauté. Et donc, il y a bien sûr le public et les citoyens israéliens qui ont voté pour Netanyahou, les responsables israéliens. Il y a des gens qui luttent contre ça, mais ils sont minoritaires. Et on pourrait aussi mettre en avant, même si c'est différent, la responsabilité de l'autorité palestinienne et du Hamas dans tout cela. Bon, bref, voilà, c'est une chaîne de responsabilité. Mais enfin, attention, il faut mettre tout le monde sur le même plan. Il y a quand même bien des gens qui bombardent et des gens qui sont bombardés. Oui, avec des images extrêmement choquantes de famine, des enfants qui ont la peau sur les os et qui nous font penser justement à des précédents historiques assez choquants. Justement, dans cette hiérarchie, vous parlez de hiérarchie, par rapport à ces mécanismes médiatiques ou politiques qui ont pu rendre possible la commission de ce génocide, quelle hiérarchie vous établissez? Est-ce que vous identifiez des acteurs, soit politiques, soit médiatiques, je ne sais pas, et notamment par exemple en France, peut-être pour nos auditeurs qui connaîtraient un peu mieux ces acteurs-là. Écoutez, il y a quand même là aussi une chaîne de responsabilité entre les élus, les médias centraux, qui ont pendant très longtemps tué ce qui se passait à Gaza. On a beaucoup parlé des bombardements sur l'Ukraine, qui étaient condamnables et qui ont été condamnés, mais qui ont été très largement documentés dans les médias et qui ont été très largement à la source d'indignation de nos élus, de nos gouvernements. Et on ne peut pas dire que les mêmes bombardements sur des civils à Gaza, la guerre en Ukraine a fait plus de morts en général, mais les morts civiles sont nettement plus nombreux à Gaza qu'en Ukraine. Et on peut dire que donc si on devait dire il y a les principes qui sont d'ailleurs établis par le droit international humanitaire. C'est juste le respect du droit. Là, il n'y a même pas une question d'appréciation de valeur. C'est le respect du droit. On n'a pas le droit de bombarder les civils. Quand il y a une guerre, c'est une guerre contre les forces armées, mais pas contre les civils. Et là, en fait, on a bien vu qu'on a invisibilisé ce qui se passait pour éviter qu'il y ait des pressions, pour faire plus. C'est pour ça que je parle de négationnisme. On a nié, il y a une négation de ce qui se passait à Gaza. Alors justement, comment vous expliquez ce double standard? Les décideurs occidentaux se sont mobilisés largement pour l'Ukraine et ils se font les complices silencieux de ce qui se passe à Gaza. Vous disiez dans un entretien précédent que ce double standard, pardon, était à la fois une insulte à l'humanité et une insulte à l'intelligence. Est-ce que pour vous, ce double standard, vous l'expliquez par une volonté politique, c'est-à-dire d'adhésion à ce projet de nettoyage ethnique? On ne sait plus comment qualifier précisément ce qui s'y passe. Ou est-ce que
vous y voyez plutôt le résultat de rapports de force, de réseaux de pouvoir, on parle parfois de lobbying pro-israélien, voire même de pression américaine sur les décideurs? Il y a un peu de tout ça. Alors, il y a effectivement une minorité de gens que l'on entend de dire oui, il faut y aller, il faut finir le job, tout ça, c'est Israël a le droit de se défendre, ils nous ont attaqués, on est en état de légitime défense, alors que la légitime défense doit être proportionnée à l'attaque et que par ailleurs, les civils palestiniens de Gaza ne sont pas responsables collectivement de ce que les miliciens du Hamas ont fait. Bon, mais il y a des gens qui disent qu'ils n'ont aucune considération, qui ont déshumanisé les Palestiniens et qui disent voilà, de toute façon, ce sont des animaux, on peut le faire. Et puis il y a après ce que vous avez cité effectivement, et vous avez raison de parler de lobby pro-israélien et pas de lobby juif. Et il faut bien faire la distinction parce que vous avez de nombreux juifs qui s'expriment dans les médias, ou plutôt qui ne s'expriment pas dans les médias parce qu'ils ne sont pas les bienvenus. Et donc, vous avez des juifs universalistes qui voudraient critiquer ce que fait Israël, ils sont pas plus invités que les non-juifs qui critiquent ce que fait Israël. Leur voix est quand même minorée, absente ou ignorée dans les médias. Et donc, vous avez des juifs français qui soutiennent Israël de façon inconditionnelle, d'autres qui critiquent Israël, d'autres qui sont, dans une position différente. Il y a 50 nuances, Et puis, parmi les non-juifs, c'est quand même les plus nombreux en France, vous avez des gens effectivement qui ont ce projet occidentaliste, qui pensent que finalement Israël mène le combat au nom de l'Occident contre le danger qu'est l'islam. Mais c'est pas nouveau, vous savez. En 67, le journal Minute, qui n'existe plus maintenant, qui était le journal de référence du rassemblement de l'extrême droite, qui était un journal ouvertement antisémite à l'époque, a écrit après la guerre des 6 jours 67 de se féliciter de la victoire d'Israël parce que, disait, et pouvait-on lire en Minute, les Arabes ne comprennent que le trick et le coup de pied au cul. Donc, il y a chez certains, au nom de l'hostilité à l'islam, aussi pour beaucoup, un souvenir mal digéré de la guerre d'Algérie, de la colonisation, de la décolonisation, la volonté finalement de vengeance par rapport aux musulmans, par rapport aux Arabes. Donc ces sentiments anti-arabes sont très forts. Et il y a aussi des sentiments anti-arabes qui sont liés aux attentats en faisant un lien terroriste, islamiste, musulman, arabe, qui n'a pas lieu d'être, mais qui est fait. Bon, il y a tout cela, effectivement, qui fait que il y a des gens qui ne sont pas juifs, mais qui soutiennent Israël pour des questions de choix idéologiques. Et puis, je dirais, c'est peut-être le plus important, et je crois que c'est important d'en parler, il y a des gens qui soutiennent par peur, tout simplement, parce qu'ils se disent, si je dis le contraire, je vais être très emmerdé. Et vous voyez très bien que ceux qui protestent contre les crimes de guerre, ils sont souvent accusés d'être les idiots utiles du Hamas, d'être les complices objectifs du terrorisme, d'être antisémite, et d'être antisémite, et personne ne veut courir ce risque disqualifiant dans la vie publique. Et donc, moi, je connais plein de gens qui partagent mes analyses, mais qui ne le diront pas en public, ou je connais aussi plein de gens qui sont très sévères avec Israël en privé, mais qui, arrivés dans un débat public, viennent se taire, tout simplement, pour éviter d'être pris à partie, parce que vous avez aussi des partisans d'Israël qui sont très radicaux, et ceux qui se sont exprimés reçoivent des menaces de mort en toute impunité, et il y a quelques figures comme ça qui ont subi des shitstorms et des menaces très fortes. Donc vous avez il y a des complices objectifs, il y a des gens qui sont des complices actifs, et des gens qui sont des complices passifs, en disant, bon, ceci ne me regarde pas. Un peu comme si vous entendez un mari taper sa femme dans l'appartement d'à côté, certains vont dire, mais qu'est-ce qui se passe, ça me concerne. D'autres disent, oh, je vais rester tranquille, finalement, ce ne sont pas mes oignons. Et on parle d'un projet de loi qui viserait à criminaliser toutes les critiques qui se qualifient d'antisionisme et de les assimiler à des pratiques ou à des discours antisémites. Oui, donc, alors je suis pas sûr que ça puisse passer le Conseil constitutionnel, quoique on verra bien, mais effectivement, vous avez raison de souligner, il y a une volonté de criminaliser la critique d'Israël en assimilant antisémitisme et antisionisme avec en fait la troisième chose, parce que c'est ni l'antisémitisme ni l'antisionisme qui sont visés, ce qui est visé c'est la critique politique de l'action du gouvernement israélien. Par ailleurs, rappelons que l'antisionisme et l'antisémitisme sont historiquement et politiquement des notions tout à fait différentes. L'antisionisme était très fort chez les Juifs avant la création de l'État d'Israël, et vous avez aujourd'hui de nombreuses organisations juives qui se disent antisionistes, mais qui n'ont pas voix au chapitre dans les médias.
Et ce qui est intéressant, vous parliez du journal Minute il y a quelques instants, et donc de la galaxie d'extrême droite. On a vu récemment Jordan Bardella et Marion Maréchal être reçus à Tel Aviv avec ce qui se profilait comme un rapprochement idéologique sur la base d'un ennemi commun, parce qu'on a vu des déclarations au sortir de cette visite, des déclarations visant les musulmans de France qui sont souvent qualifiés parfois chez les leaders de la droite nationale ou de l'extrême droite comme des islamistes. Voilà, donc on a vu un petit peu se profiler un petit peu ces convergences idéologiques entre une certaine droite, voire une extrême droite, et ces réseaux dont on parlait. Vous avez raison, et d'ailleurs, ça fait écho à votre présente question. Assimiler antisionisme, antisémite, vous avez des antisémites qui sont sionistes, parce que finalement Israël fait le job par rapport aux musulmans, par rapport aux arabes. Il y a toujours un vieux fond antisémitisme dans une partie de l'extrême droite, pas toute, mais une partie. Mais effectivement, on a vu des leaders d'extrême droite être reçus en majesté en Israël, ce qui aurait été vraiment, ce qui a quand même choqué de nombreux juifs français. Alors que des gens de gauche sont déclarés, de nombreuses délégations de gauche sont déclarées persona non grata en Israël. Pour un pays qui se dit ami, refuser la visite de parlementaires d'un pays ami, ce n'est pas très amical comme geste. Donc on voit bien quand même qu'on joue sur les mots en présentant les pays amis. Et force est de constater que la réaction de la République française par rapport à l'annulation de visa au dernier moment de parlementaires français n'a pas fait l'objet de protestations trop véhémentes. Alors c'est sans doute le moment d'expliquer cette notion qui est en sous-titre de votre ouvrage, qui est la hasbara, qui est un concept israélien qui signifie présenter, quoi qu'il arrive, Israël sous un jour favorable. C'est en effet le sous-titre, hasbara, effectivement. L'hasbara, c'est la politique de communication, c'est expliquer, mais expliquer bien sûr de façon favorable, mais tous les États ont des politiques de communication. Tous les États, la France, les États-Unis, la Chine, tous essayent de donner une image favorable de leur politique. Bien sûr, quand il y a un pays qui est en guerre contre une partie de la population qui l'occupe, comme Israël, ça prend un tournant nettement différent. Et donc, effectivement, et dans ce livre, justement, j'essaie de démonter des arguments de la Hasbara, disant que tout a commencé le 7 octobre, ou disant qu'on s'occupe des Palestiniens par antisémitisme, parce qu'on s'occupe pas des Soudanais. Mais c'est pas du tout la même chose. Voilà, il y a un tas d'arguments qui sont répétés ad nauseam dans le débat public, dont que j'essaye de dynamiter, et que je pense à y parvenir, en disant en fait qu'ils ne tiennent pas l'examen. Et d'ailleurs, ce qui est assez curieux, c'est que les gens qui s'opposent à moi, tous les gens qui me fustigent dans les médias, sur les réseaux sociaux, refusent de débattre avec moi généralement. Donc en fait, quand vous refusez de débat, c'est qu'il y a peut-être une faille dans votre raisonnement, mais tous ceux qui, Sifawi, Ansel, Aziza, n'arrêtent pas de me mordre les mollets, ont toujours refusé tout débat contradictoire avec moi. Alors, qui a lancé ce concept de hasbara pour établir la filiation? Est-ce que ça émane, je sais pas, de services de propagande militaire, politique? C'est le terme c'est explication. Donc en fait, c'est le mot hébreu pour dire campagne d'explication. Ouais. Et donc en fait, ensuite, c'est devenu comme cela, ça a pris le pas. Et effectivement, par exemple, parmi les conseils qui sont donnés à ceux qui reprennent les éléments de communication, il faut dire qu'on est pour la paix, il faut pas dire qu'on est pour la guerre. Il faut prendre en considération les Palestiniens. C'est ce qu'on entend. On fait ça pour eux. Ils seront contents d'être libérés du Hamas. Donc on les bombarde, mais c'est pour leur bien. Donc tous ces arguments qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont autant d'insultes à l'intelligence que d'insultes à l'humanité, mais sont repris en boucle et je raconte également dans ce livre que les ambassades étaient chargées de trouver des correspondants locaux dans chaque pays pour venir porter la bonne parole israélienne dans les débats publics. Alors, quels sont justement ces acteurs? Vous en identifiez quelques-uns dans votre ouvrage. Vous parlez notamment vous rappelez le rôle joué par Elnet, qui est un réseau pro-israélien, pour essayer un petit peu de diffuser ces éléments de langage que vous évoquiez. Voilà. Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont consacrés à cette tâche? Alors, consacrés, en tous les cas, qui consacrent beaucoup de temps. Ils ne font pas que ça, mais ils consacrent beaucoup de temps. Et je note d'ailleurs que ces parlementaires qui travaillent pour Elnet viennent défendre Israël. Ce sont aussi les mêmes qui ont une vision très négative de l'islam, qui sont pour l'interdiction du voile. Et donc, il y a un lien un peu, on parle souvent d'importation du conflit du Proche-Orient. Le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamran, avait reproché à la France insoumise d'importer le conflit en parlant. C'est-à-dire que, en fait, on évoque Gaza, on est accusé d'importer le conflit. Par contre, défendre les crimes de guerre, non, ça c'est pas importer le conflit. Et on voit qu'il y a une autre forme d'importation, c'est ceux qui,
essaye de présenter les musulmans comme une menace. On a eu le rapport sur les frères musulmans la semaine dernière. D'ailleurs, Oui. quand on lit le rapport, il n'a rien à voir avec les débats qui ont été faits. Le rapport n'a rien à voir avec les débats complètement dramatisés qui ont été faits là-dessus. Mais on voit bien quand même que la stigmatisation de l'islam est quelque chose qui est de plus en plus prégnant dans les débats publics. Alors j'aurais une question à la fin de cet entretien sur ce sujet. Je rappellerai juste que Elnet, à titre d'exemple, pour montrer un petit peu l'ingénierie de ces réseaux d'influence, avait financé et organisé le meeting contre l'islamisme auquel avaient Oui. participé deux ministres d'État tout de même. Bruno Retailleau et Emmanuel Valls notamment. Voilà, tout à fait. Et où certaines déclarations islamophobes avaient pu être tenues et ça permet un petit peu de faire le lien. Alors je voulais quand même aborder aussi le volet international, le droit international dans cet échange. Des mandats d'arrêt contre Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense israélien Yoav Gallant avaient été émis le 21 novembre 2024 donc par la Cour pénale internationale pour des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais aucune arrestation n'a été faite depuis. Est-ce qu'il faut y voir un camouflet et notamment face à la poursuite du génocide? Est-ce que finalement le droit international comme norme et cadre de référence crédible, et j'insiste sur le mot crédible dans les relations internationales, finalement n'a pas pris fin à travers ce qu'on est en train de vivre? C'est pas tellement là que, enfin, votre question soulève de nombreux sujets et c'est un point extrêmement important que vous soulevez. C'est pas tellement sur le fait qu'on n'ait pas été arrêté Benyamin Netanyahou, est-ce qu'on n'ait pas pu aller arrêter Poutine. Donc en fait, les deux ont vu un mandat d'arrêt être émis contre eux, mais les deux sont à la tête de leur pays, protégés par l'arme nucléaire, et donc on n'ira pas envoyer une force spéciale pour les transférer à La Haye. Et là-dessus, il y a égalité de traitement entre Poutine et Netanyahou, qui tient simplement à la réalité des rapports de force. On ne va pas envoyer cela. La différence, c'est que lorsque Poutine a vu être émis un mandat d'arrêt contre lui, tout le monde s'est félicité, on a dit que le droit international progressait à la vitesse grand V, que c'était formidable. Et quand il y a eu un mandat d'arrêt contre Netanyahou, on dit mais c'est pas normal, on peut pas traiter des dirigeants des pays démocratiques comme des dirigeants d'une nation terroriste, puisqu'il y avait aussi des mandats d'arrêt contre les dirigeants du Hamas, sauf que la Cour pénale internationale n'est pas une cour constitutionnelle, elle juge des actes, et elle a jugé que les actes de Netanyahou étaient très largement déclencheurs d'un mandat d'arrêt, et on a vu que la France a dit qu'il pourrait accorder une immunité parlementaire à Netanyahou, ne pas arrêter son avion qui circulait, avait circulé au-dessus du sol de la France, alors qu'on avait empêché l'avion d'Evo Morales de survoler le sol de la France par peur que Edward Snowden soit dedans, et qu'il y a même un pays, la Hongrie, qui a quitté la Cour pénale internationale parce que Netanyahou a été a voulu un mandat d'arrêt être émis, et l'Allemagne dit qu'elle ne respecterait pas. Donc en fait, on voit bien là la duplicité. C'est-à-dire qu'il y a eu un progrès de la Cour pénale internationale pour la première fois. C'est pas un dirigeant africain ou un ennemi du monde occidental comme Poutine qui est inculpé, mais pour une fois que c'est un allié, vous avez des pays qui disent non, finalement le droit international c'est pas aussi bien que ça. Et puis alors, surtout la très grande faillite du droit national, c'est le droit national humanitaire. Parce que on nous dit oui mais c'est normal, c'est la guerre, mais non, la guerre il y a des règles, et justement depuis la Seconde Guerre mondiale on a encadré bombarder les civils est strictement interdit par le droit international humanitaire, et on voit bien là qu'il y a des recours et à chaque fois Israël a le même discours, dire non mais il y a des terroristes, donc on a visé des terroristes, mais il y a beaucoup de civils autour de ces terroristes et il n'y a jamais aucune preuve de l'identité des terroristes qui justifiait que l'on sacrifie des dizaines d'enfants à chaque fois. Et on laisse pas rentrer les camions humanitaires alors qu'il y a une famine. Et voilà. Ce qui est vraiment ce qu'il y a de plus, peut-être ce qu'il y a de plus atroce dans ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que les famines, c'est toujours quelque chose qui, quand il y a une famine quelque part, ça émeut le public, mais souvent les famines sont provoquées soit par un conflit, soit par une catastrophe humanitaire, mais jamais par le fait d'empêcher l'aide de parvenir. Et même les États-Unis voulaient envoyer de l'aide, ils n'ont pas pu. Enfin, ils n'ont pas pu, ils auraient pu, mais ils ne bon. Et donc là, on voit bien effectivement que on atteint dans le cynisme et dans la déshumanisation des Palestiniens un sommet qui a été jamais atteint auparavant. Et donc, est-ce que ça va avoir des conséquences ou est-ce que ce n'est un épisode de plus dans une considération sur je parlais de crédibilité. Je pense que la conséquence, c'est que le terme de génocide, qui est encore contesté par certains, sera établi juridiquement prochainement.
soit par la Cour internationale de justice, soit par la Cour pénale internationale. Le président de la République a dit que c'était aux historiens de trancher. Alors d'une part, c'est aux juristes de trancher, pas aux historiens. Quand les historiens tranchent, il est trop tard. Je rappelle également que la Convention de 1948 sur les génocides est une convention non seulement d'interdiction, mais de prévention du génocide. Donc il faut agir avant que celui-ci ne survienne, et qu'il était plutôt du rôle des acteurs étatiques et du président de la République française d'agir pour empêcher le génocide plutôt que de laisser ce jugement ultérieur aux historiens. Alors sur le volet politique et diplomatique, Pascal Boniface, est-ce que ce deux poids deux mesures peut avoir des conséquences sur la stabilité mondiale ou la détermination d'un ordre politique qui serait relativement stable, ou alors est-ce que parce que c'est pas vraiment ce qu'on voit, parce qu'on voit une relative inaction, parce qu'aucune grande nation. On pense à la Chine, on pense à la Russie, alors l'Inde est proche politiquement de Tel Aviv. On n'a pas vu de grandes nations qui aient un poids géopolitique conséquent s'opposer à cette alliance israélo-américaine. Donc Si, finalement, ils s'opposent par la parole, et surtout ils vont capitaliser, c'est que le crédit moral du monde occidental qui aime bien faire la leçon au reste du monde en donnant des leçons de conduite, des leçons de maintien, des leçons de droit, des leçons de bonne gestion, le crédit moral du monde occidental est mort. Est mort parce que comme nous avons laissé faire et que nous avons été complices de ce qui se passe, complices parfois actifs, parfois passifs, eh bien nous ne pourrions plus aller faire la leçon, et tous les pays du Sud global disent vous nous avez enjoint de prendre des sanctions contre la Russie du fait de son agression contre l'Ukraine, mais vous armez Israël. Nous, on n'armait pas la Russie. Et donc, effectivement, on a beaucoup perdu de notre crédibilité stratégique parce que nous ne sommes pas capables d'empêcher cela, et de notre crédibilité morale parce que nous laissons faire de façon passive, à minima des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et possiblement un génocide. alors quel est votre regard particulier, Pascal Boniface, sur la diplomatie européenne au moment où l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël va être réétudié? Alors, il y a un réveil tardif. On aurait pu, parce que tout ce qui s'est passé était annoncé dès le 9 octobre. Donc, on aurait pu prendre des mesures préventives, justement, pour empêcher cela. Le réveil est tardif. Bon, il est préférable, mais il y a beaucoup de blocages parce que vous avez des pays, notamment l'Allemagne, qui, de façon quand même assez, je dirais, étonnante, enfin, disons que de façon difficilement compréhensible, fait payer aux générations actuelles palestiniennes les crimes de leurs arrière-grands-parents par rapport au peuple juif. Les Palestiniens d'aujourd'hui ne sont pas responsables de ce que les nazis ont fait subir aux Juifs dans les années 30 et 40 en Allemagne. Mais le sentiment de culpabilité de l'Allemagne fait que Israël fait partie de la définition de la sécurité nationale allemande et ils ne font rien. Mais un pays qui était traditionnellement très pro-israélien comme les Pays-Bas, là, est en train de changer parce que trop c'est trop et que ce que l'on voit est, au premier sens, insupportable. Mais quand on dit que c'est inacceptable, il faut pas l'accepter. Et on peut pas se contenter comme les cavaliers d'Offenbach, enfin comme les troupiers d'Offenbach, dire marchons, restant sur place. Donc en fait, il suffit pas de dire c'est inacceptable si on ne fait rien et que ça se déroule. Et vous pensez que le fait de réexaminer cet accord d'association, est-ce qu'on a atteint un tel seuil de violence qu'il serait possible que il y ait des sanctions, ou est-ce que c'est simplement un processus il faut d'abord, mais cet accord d'association est conditionné par des normes de respect des droits de l'homme. Donc en fait, la simple lecture de l'accord veut qu'il soit mis fin du fait que ce que fait Israël. Donc il faudra voir si la main des dirigeants européens va trembler au moment où il faut réellement s'opposer à Israël, ou si pour de multiples raisons dont on a évoqué la nature auparavant, ils vont se dire bon voilà, on donne encore une chance, alors que une fois encore, l'ampleur des massacres est largement établie. Alors ce réexamen de l'accord d'association a été fait sur la demande de quelques pays européens, et Paris, enfin la France, y a été favorable, ce qui pourrait surprendre. Est-ce que Paris joue un double jeu diplomatique, puisqu'à certains moments on a eu des déclarations et des positions tendant à minimiser ou à défendre la position israélienne, et puis on a vu que le président Macron changeait 24 heures de position. Est-ce qu'il y a un double jeu diplomatique, ou est-ce que vous l'analysez différemment? Oui, il y a deux choses. Il y a en fait, la France, depuis longtemps, n'a plus le rôle central qu'elle avait sur cette question du conflit israélo-palestinien et le rôle moteur qu'elle avait auparavant, où c'était le seul pays occidental à avoir une position qui était plus large que la seule position occidentale. Ce rôle, désormais, il est pris par l'Espagne, plus par la France.
La France n'a toujours pas reconnu aujourd'hui la Palestine, contrairement à l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie. Donc le pays moteur au sein de l'Union européenne aujourd'hui, c'est l'Espagne, ce n'est plus la France, et la France n'a plus l'énergie gaulo-mitterrandienne qui la caractérisait sur ce conflit. Et quant au double jeu, je dirais plutôt que c'est un double jeu interne-externe. Sur le plan externe, la France condamne l'action israélienne. Sur le plan interne, elle condamne ceux qui condamnent l'action israélienne. Et donc, ce sont ceux qui protestent contre l'action israélienne qui, parfois, sont accusés de faire de l'apologie du terrorisme. On a quand même sanctionné une professeure pour avoir fait respecter une minute de silence dans sa classe. Elle l'aurait fait sur l'Ukraine, on l'aurait applaudi. Elle l'aurait fait après le 7 octobre, on l'aurait applaudi. Parce qu'elle le fait alors qu'il y a au minimum 54 000, beaucoup plus certainement, Palestiniens dont les 2 tiers sont des femmes et des enfants qui ont été tués, une silence apparaît comme quelque chose qui est sanctionnable. Donc on voit bien, et tous les procès qui sont faits, les manifestations interdites, on voit bien quand même que sur le plan interne, il y a la volonté de ne pas laisser tout à fait la libre expression se dérouler. Alors vous qui êtes géopoliticien, Pascal Boniface, est-ce que vous voyez en France, dans les milieux où s'effectue la recherche, que ce soit les universités ou les instituts, est-ce que vous voyez les prémices d'une forme d'autocensure ou de difficulté à travailler sur cette question palestinienne qui est l'objet de pression, voilà. Je la vois depuis 25 ans, Alors oui, il y a votre cas personnel, mais en fait ma question est vraiment générale, elle touche vraiment même les instituts. Non, je vous parle pas de mon cas personnel, je vous parle du cas général. Ça fait 25 ans qu'il y a des gens qui ne s'expriment pas là-dessus, qui passent leur tour quand il faut s'exprimer là-dessus, et qui vont prendre des postures morales sur les Ouïghours, sur plein de choses, mais pas sur la question palestinienne, sur l'Ukraine, sur les Tchétchènes, sur tout ce que vous voulez, mais pas sur la question palestinienne. Des gens pour lesquels la question palestinienne est un angle mort de leur réflexion, de leur expression, parce qu'ils ne veulent pas d'emmerdement, tout simplement. Et donc, effectivement, il y a une autocensure qui est certainement qui joue un rôle bien plus important que la censure. Alors pour terminer cet entretien, Pascal Boniface, dans votre ouvrage, vous avez consacré aussi un chapitre sur l'islamophobie. Quel lien voyez-vous entre ce sujet et la question palestinienne ? Je vois que ceux qui sont très actifs sur la dénonciation, plutôt sur le fait d'entretenir un climat islamophobe, sont également les plus chauds partisans d'Israël. Et donc, peut-être que c'est une façon d'importer le conflit, de faire en sorte que les musulmans ne puissent pas s'exprimer librement, ne puissent pas faire contrepoids, et donc il y a effectivement une façon de stigmatiser les musulmans, et dont beaucoup, il y a une vision certaine au nom de la laïcité, parce que si vous dites que vous êtes raciste anti-arabe, même maintenant ça passe plus, quoi, c'est compliqué. Ça passe plus difficilement. Par contre, si vous dites que vous n'êtes pas anti-arabe, mais vous êtes anti-islamiste, là vous êtes un preux et valeureux combattant pour la laïcité. Donc c'est aussi une façon d'importer le conflit en France. Merci Pascal Boniface. Je rappelle que nous vous recevions à l'occasion de la sortie de ce livre, Permis de tuer, publié aux éditions Max Milo. Merci à nos auditeurs pour leur soutien. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à poser aussi vos questions à Pascal Boniface dans le fil de commentaires. Et évidemment, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas fait, à vous abonner à notre chaîne pour soutenir notre travail. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre entretien sur Mizane TV. Merci.